Lors de la visite familiale de ma fille de 6 ans, ma belle-mère l'a laissée seule dans un parking pendant 5 heures, pendant qu'elle emmenait les autres enfants faire des courses amusantes. Elle lui a dit, « Attends juste ici. Ne bouge pas. » Je n'ai pas crié. Je suis entré et j'ai fait ceci. Toute la famille est devenue silencieuse. Si vous avez déjà eu un de ces moments où le monde bascule, et où tout devient un peu trop calme. C'est ce qui s'est passé le jour où je suis arrivé sur le parking de mes beaux-parents, et que j'ai vu ma fille assise seule sur le trottoir. Mia avait 6 ans, elle était petite. Le genre d'enfant qui prononçait encore mal le mot spaghetti, et qui avait besoin d'aide avec les fermetures éclairs. Elle était perchée sur le bord du béton comme une poupée abandonnée, les genoux ramenés contre sa poitrine, son sac à dos rose à côté d'elle. Pas d'ombre. Pas d'eau. Pas d'adulte. Juste elle. Je me suis garé plus vite que la vitesse autorisée, et je suis sorti. Mia, ai-je appelé. Sa tête s'est brusquement relevée. Elle a plissé les yeux à cause du soleil, puis a esquissé un sourire tremblant. Maman. Elle s'est levée trop vite et a trébuché. Quand je me suis approché suffisamment, j'ai pu voir que ses joues étaient rouges, ses cheveux collés à son front. Ses petites baskets étaient grises de poussière. Je me suis laissé tomber à genoux devant elle. « Qu'est-ce que tu fais toute seule ici ?» Mamie a dit d'attendre, a-t-elle dit. Juste ici. Pendant combien de temps? Elle a regardé le ciel comme s'il pouvait lui donner la réponse. Je ne sais pas. Depuis que la grande aiguille était sur le 12 et la petite sur le 1. J'ai regardé mon téléphone. Il était 6 heures. 5 heures. Quelque chose de chaud et de lait est monté dans ma poitrine. Tu es resté ici tout ce temps, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable, et en échouant un peu. Elle a hoché la tête. Je voulais rentrer, mais mamie a dit, attends juste ici. Ne bouge pas. Ta maman va arriver. Nous allons faire les courses. Mon cerveau a traité cela par morceaux. Nous. Courses. Autres enfants. J'ai regardé autour du parking vide. Pas d'autre voiture que la mienne. Est-ce qu'elle t'a enfermé dehors, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. J'ai essayé la porte, a dit Mia. Elle était fermée. Alors j'ai juste attendu. Je ne voulais pas que tu me manques. Cette phrase m'a vraiment fait mal. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle était chaude, trop chaude. Pas une chaleur d'insolation, heureusement, mais nous n'étions pas loin de la limite où les urgences deviennent nécessaires. Tu avais de l'eau, ai-je demandé. Non. Elle a secoué la tête. Mais je ne devais pas bouger. Bien sûr qu'elle ne le devait pas. Mon enfant prend les instructions au sérieux, surtout de la part d'adultes qu'elle pense encore être de confiance. J'ai pris une grande inspiration par le nez et je me suis levé. D'accord, ai-je dit. On rentre? J'ai tenu sa main et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée, mais j'avais une clé. Le son joyeux des autres enfants. Le cliquetis des sacs de course. Pendant une seconde, je me suis figé. Je n'avais pas vu leur voiture dans l'allée en arrivant, ce qui signifiait qu'ils avaient dû rentrer par l'entrée de derrière. Ils étaient entrés directement dans la maison, passant par la cuisine, par le salon, sans même vérifier si Mia était toujours dehors là où ils l'avaient laissée. Ils savaient qu'elle était là. Ils n'avaient juste pas pris la peine de l'appeler pour qu'elle rentre. Cette prise de conscience m'a tordu l'estomac. J'ai suivi le bruit. Ils étaient là. Ma belle-mère, Diane. Mon beau-père, Ron. La sœur de mon mari, Valérie. Et ses 2 enfants, Mason et Chloé. Les comptoirs étaient couverts de sacs de courses, de vêtements, de jouets, d'une nouvelle console de jeux vidéo. Mason agitait une épée en plastique. Chloé avait un bracelet à chaque poignet. Diane tenait un verre de thé glacé. Elle avait l'air très à l'aise. Je me suis avancé dans l'embrasure de la porte, avec Mia à moitié derrière moi. La première personne à nous remarquer fut Chloé. « Oh » a-t-elle dit. « Elle est de retour. » Diane s'est retournée. « Eh bien, te voilà » a-t-elle dit. « On se demandait quand tu allais arriver. »« Vraiment » ai-je dit. J'ai gardé un ton neutre. Il est sorti légèrement plus froid que neutre. Mia a serré ma main.
On s'est tellement amusé, a dit Valérie, inconsciente de la situation. On a emmené les enfants au centre commercial, on les a laissés choisir un jouet, on a pris une glace. Ils ont été super. Comme c'est gentil, ai-je dit. Où était Mia pendant tout ce plaisir? Diane a cligné des yeux. Dehors. Dans le parking, ai-je précisé. Oui, a-t-elle dit, comme si c'était normal. Je lui ai dit que tu serais là d'une minute à l'autre. Ça ne servait à rien de la traîner dans les magasins alors qu'elle ne fait que pleurnicher et s'accrocher. Elle ne pleurniche pas, ai-je dit. Elle a 6 ans. Elle se fatigue. Tu es trop tendre avec elle, a dit Diane en agitant la main. Elle a besoin de s'endurcir. Je l'ai dévisagée. Elle est dehors depuis 5 heures. Diane a ricané. Ça ne faisait pas 5 heures. J'ai brandi mon téléphone. Je l'ai déposé à 1 heure. Il est 6 heures. Ron a haussé les épaules. Ce n'est pas comme si elle était en danger. C'est un quartier sûr. Toute seule, ai-je dit. Sans toilette, sans eau. Elle aurait pu frapper, a dit Valérie. La porte était fermée, a murmuré Mia de derrière moi. Ils l'ont tous regardée comme s'ils avaient oublié qu'elle avait une bouche. Je t'ai dit d'attendre juste là, a dit Diane en fronçant les sourcils. Si je dis de rester, tu restes. Ce n'est pas ma faute si ta mère est en retard. Je ne suis pas en retard, ai-je dit. Vous m'avez dit de venir vers 6 heures. Diane a balayé cela d'un geste de la main. C'est la même chose. Non, non, ça ne l'était pas. Il y a une sorte de rage spéciale qui vit sous la peau d'une mère. Elle n'est pas bruyante. Elle n'est pas sauvage. Elle est chirurgicale. Précise. Froide. C'est ce qui s'est réveillé à ce moment-là. Je ramène Mia à la maison, ai-je dit. Prends son sac à dos. Elle n'a pas dîné, a dit Diane. Tu surréagis. La prise de Mia sur ma main s'est resserrée. Je pouvais sentir à quel point elle voulait disparaître. Nous mangerons à la maison, ai-je dit. Nous partons. Diane a posé son verre brusquement. Absolument pas. Nous avons un dîner de famille. Nous avions prévu, vous, ai-je dit doucement, avez laissé ma fille de 6 ans seule dans un parking pendant des heures. Elle va bien, a dit Ron. Regardez-la. Il ne s'est rien passé. Il y a des adultes qui ne laisseraient pas leur voiture sans surveillance aussi longtemps, ai-je dit. Vous avez laissé un enfant. Diane a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. Valérie a ajouté, tu le es toujours. Je n'ai pas crié. J'ai appris que crier donne aux gens quelque chose à quoi s'accrocher. Regardez comme elle est émotive. Vous voyez? Elle est irrationnelle. Ils arrêtent de parler de ce qu'ils ont fait, et commencent à parler de la façon dont vous avez réagi. Alors je n'ai pas crié. J'ai lâché la main de Mia assez longtemps pour sortir mon téléphone. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, j'ai pris une photo des chaussures éraflées et des joues rouges de ma fille, et j'ai tapé, je viens de récupérer Mia sur votre parking. Elle est seule dehors depuis 13 heures. Nous ne ferons plus de visites non surveillées. Envoyé. Le téléphone de Diane a sonné sur le comptoir. Celui de Valérie aussi. Celui de Ron. Ils ont baissé les yeux, puis les ont relevés. La pièce est devenue très, très silencieuse. Ce n'est pas fini, a dit Diane. Pour une fois, ai-je dit, vous avez raison. J'ai ramassé le sac à dos de Mia, lui ai pris la main, et je suis sorti. Personne n'a essayé de nous arrêter. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas seulement en moi. Une fois que mon mari l'a découvert. En lui aussi. Je ne savais pas encore tout, mais je savais une chose, j'en avais fini de prétendre que c'était juste comme ça, la famille. Sur le papier, mon mari Lucas venait d'une famille proche. C'est comme ça qu'il le formulait quand nous sortions ensemble. Proche. Le genre de proximité qui signifiait des dîners hebdomadaires, des discussions de groupe constantes, et une mère qui avait toujours une opinion prête avant même qu'on ne la lui demande. Je pensais savoir ce que cela signifiait. Ce n'était pas le cas. Au moment où nous avons eu Mia, qui a maintenant 6 ans, je savais ce que « intense » signifiait en pratique.
cela signifiait que chaque conversation avec ses parents commençait par sa sœur Valérie, tournait autour de Valérie, et se terminait par les enfants de Valérie, Mason et Chloé, qui apparemment ne pouvaient rien faire de mal dans cette maison. Ma fille était douce, gentille, sans histoire, ce qui dans le vocabulaire de Diane se traduisait par « tais-toi et ne demande rien ». Diane adorait être la grand-mère héroïque. Celle qui prenait les enfants pour que, vous deux puissiez faire une pause. Celle qui, vous a bien élevé, et maintenant j'aide avec la prochaine génération. Ce à quoi cela ressemblait en réalité, c'est qu'elle gardait Mason et Chloé constamment, s'occupait de leur sortie d'école, de leurs activités sportives. Leur tout. Valérie la payait parfois une petite somme. La plupart du temps, elle ne le faisait pas. C'était la famille. Quand Mia est née, Diane a proposé de l'aider aussi. Aider était un mot généreux pour ce que c'est devenu. Il y avait toujours une contrepartie. Je l'ai gardé mardi, alors tu peux me rendre un service ce week-end, n'est-ce pas? Je l'ai emmené au parc, alors ça ne te dérange pas d'envoyer un petit quelque chose en plus pour les courses. Je lui ai acheté un manteau, alors j'ai utilisé ta carte. J'espère que ça ne te dérange pas. De petites fuites dans le barrage. Lucas avait grandi en s'entendant dire que c'était son travail d'aider. Il était le fiable, le fils responsable. Alors quand sa mère faisait allusion à l'argent, il le transférait. Quand son père mentionnait qu'il était en retard sur ses factures, il prenait plus d'heures de travail et les payait. Quand Diane soupirait sur la difficulté d'entretenir la maison tout en s'occupant de Mason et Chloé à plein temps, il mettait discrètement en place un virement mensuel. Il m'a montré le premier. Juste pour l'instant, a-t-il dit. Jusqu'à ce qu'ils rattrapent leur retard. 7 ans plus tard, cela continuait. Chaque mois, une part de notre budget plus importante que je n'aime à le penser allait sur le compte de ses parents. En plus de cela, il y avait les petites urgences. Ils en avaient toujours une. De nouveaux pneus. Le dentiste. La facture d'électricité. La dépense imprévue de Valérie qui atterrissait d'une manière ou d'une autre sur les genoux de Lucas. Il ne protestait jamais. Pas vraiment. Quand j'essayais d'en parler, il se crispait et disait, ils en ont besoin. Ils nous ont aidés. Ce n'est que de l'argent. J'ai arrêté d'en parler autant. Je ne voulais pas être la méchante dans une histoire où ses parents étaient toujours les martyrs. Mais le problème avec les schémas, c'est qu'ils ne restent pas seulement émotionnels. Tôt ou tard, ils deviennent dangereux. Avec Mia, ça a commencé plus petit. Il l'a couchée trop tard parce que les cousins voulaient jouer. Ils oubliaient de lui mettre de la crème solaire parce qu'elle a besoin de couleur. Il la laissait debout au bord d'une piscine pendant qu'ils discutaient, le dos tourné, jusqu'à ce qu'elle glisse sur le carrelage mouillé et manque de tomber dedans. Chaque fois que je disais quelque chose, j'étais surprotectrice. Anxieuse. Hélicoptère. Il ne s'est rien passé, disait Diane. Elle va bien. Rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où ils se sont assurés que quelque chose pouvait arriver. Quand Diane a annoncé, dans la discussion familiale, qu'elle emmenait tous les petits-enfants pour une journée amusante, je n'ai pas paniqué immédiatement. Elle avait déjà fait des sorties. C'était censé être simple. Je déposerai Mia à 1h, la récupérerai vers 6h. On sera juste à la maison, peut-être qu'on fera 1 ou 2 courses, avait dit Diane. Elle n'a pas mentionné le plan d'abandon de 5 heures sur le trottoir. Si elle l'avait fait, j'aurais peut-être réorganisé mon emploi du temps. Mais c'est ça le truc, n'est-ce pas? Les gens comme Diane ne disent jamais, je prévois de faire quelque chose d'imprudent et de vous en vouloir si votre enfant survit. Ils le font, tout simplement. Puis ils appellent ça un style parental. En rentrant à la maison après avoir récupéré Mia, en écoutant ma fille décrire comment elle regardait les ombres bouger sur le parking, comment le sol devenait chaud sous ses chaussures, comment elle comptait les voitures pour passer le temps, j'ai senti autre chose s'installer dans ma poitrine. On m'avait appris qu'on ne fait pas exploser sa famille, sauf si c'est absolument nécessaire. Ils m'ont convaincu pendant des années que cela ne se qualifiait pas. Mais en regardant le nez de Mia brûlé par le soleil, ses yeux épuisés, sa confiance en moi pour ne plus la laisser seule, j'ai réalisé quelque chose de très simple. Ils avaient franchi une ligne que je ne savais même pas que j'avais, jusqu'à ce qu'ils se tiennent de l'autre côté en me faisant signe, et cette fois, ce ne serait pas moi qui leur tendrais la main en retour. Ce que personne ne vous dit sur les grandes explosions familiales, c'est que la véritable déflagration vient plus tard.
La scène dans l'allée, la discussion de groupe, la confrontation dans l'embrasure de la porte. Ce n'était que l'allumette. Le véritable incendie, c'est ce qui s'est passé après notre retour à la maison, une fois l'adrénaline retombée. Mia ne m'a pas lâché cette nuit-là. Elle me suivait de pièce en pièce comme une petite ombre silencieuse. Si j'allais à la cuisine, elle se tenait dans l'encadrement de la porte. Si j'allais aux toilettes, elle attendait dehors. Si je m'asseyais sur le canapé, elle grimpait sur mes genoux, même si elle ne l'avait pas fait depuis des mois. « Ça va, ma puce ?» ai-je demandé au moment du coucher. Elle a hoché la tête, ce qui aurait été plus convaincant si elle n'avait pas agrippé ma manche comme si c'était un radeau de sauvetage. « Tu veux ta veilleuse ?» ai-je essayé. « Oui » a-t-elle murmuré. Puis, après une pause, « Tu peux rester ?» Je vais m'asseoir ici un moment, ai-je dit, en m'installant dans le fauteuil près de son lit. Elle était allongée sur le côté, les yeux ouverts. « Maman ? » Oui. « Tu ne vas pas me laisser ici et aller faire les courses, n'est-ce pas ? » Ça m'a frappé comme un coup de poing. « Non, » ai-je dit. « Je ne te laisserai jamais comme ça. » Elle y a réfléchi. « Même si mamie dit que je dois attendre ? » Même dans ce cas. Elle a hoché la tête lentement. « Je pensais que si je bougeais, tu ne me trouverais pas. » J'ai dégluti difficilement. « Tu as tout fait correctement, » ai-je dit. « Tu es resté là où on t'a dit de rester. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Elle a cligné des yeux, et j'ai regardé une larme glisser sur le côté dans ses cheveux. Je ne suis pas resté, un moment. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin, et même alors, je suis resté assise plus longtemps, à écouter sa respiration, me demandant combien de temps il faudrait avant qu'elle ne sursaute plus à chaque fois qu'une voiture ralentissait devant la maison. J'ai trouvé Lucas dans le salon, assis sur le bord de la table basse, les coudes sur les genoux, le regard dans le vide. « Comment va-t-elle » a-t-il demandé. Elle n'arrête pas de me demander si je vais revenir, ai-je dit. Dans la chambre. La maison. N'importe où. Elle m'a suivi du canapé à l'évier comme si j'étais un ballon qu'elle avait peur de voir s'envoler. Il a fermé les yeux. Je lui ai dit que mamie avait dit « ne bouge pas », et elle a entendu « n'existe pas à moins que ta mère ne puisse te trouver », ai-je ajouté. Ce n'est pas ce que maman, peut-être pas, ai-je dit. Mais c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas discuté. Nous sommes restés assis en silence un moment. Tu sais, ai-je dit, si on laisse passer ça, on ne dit pas seulement à tes parents que c'était bien. On dit à Mia que ce n'était pas grave. Il s'est frotté le visage avec ses deux mains. Je sais. Elle est restée dans une allée pendant 5 heures parce qu'elle était persuadée que si elle bougeait, elle aurait des ennuis, ai-je dit. Je ne suis pas prête à lui apprendre que les gens qui ont fait ça méritent une autre chance. Il m'a regardé. Le Lucas que j'avais épousé était là, mais il y avait autre chose maintenant aussi. Quelque chose de plus lourd, de plus tranchant. Je coupe les ponts avec eux, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Je voulais cela depuis longtemps, mais c'était à lui de tracer la ligne. Il s'est levé, est allé à son bureau et a ouvert son ordinateur portable. Je l'ai regardé se connecter au compte bancaire qu'il avait grandi en pensant être une obligation morale. 600 par mois, a-t-il dit, presque pour lui-même. C'est ce que je leur envoyais. Pour les factures. Il a cliqué. 200 autres sur le compte supplémentaire d'où maman puise, a-t-il ajouté. Pour les courses avec les petits-enfants. D'autres clics. Et puis il y a le fonds d'urgence, a-t-il dit. Celui qui est mystérieusement toujours vide. Il a ouvert un autre onglet. Les chiffres sont apparus. Des virements à ses parents toutes les quelques semaines. 250 $, 3 cents, 4 cents. Les montants variaient, mais le schéma était le même. C'est combien, ai-je demandé. Il a fait un rapide calcul mental. Environ 8 cents à 1000 par mois, en moyenne. Et ça, c'est juste ce dont tu as connaissance, ai-je dit. Il a cliqué à nouveau. Plus maintenant, a-t-il dit. Un par un, il a annulé le virement récurrent de 6 cents, supprimé les 200 $ supplémentaires, fermé le robinet du fonds d'urgence. Il a supprimé leur accès à la carte qu'ils avaient empruntée et jamais rendue. Les messages de confirmation sont apparus poliment, comme s'ils se désabonnaient d'une newsletter. C'est tout, a-t-il dit en se penchant en arrière.
C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. Il a hoché la tête. On aurait pu partir en vacances chaque année. Au lieu de ça, ai-je dit, nous leur avons acheté le privilège de mettre notre enfant en danger. Sa bouche s'est tordue. Plus maintenant. Et le contact, ai-je demandé. Il a pris son téléphone. Je ne vais pas écrire un discours, a-t-il dit. Il n'écoute pas les discours. Il a ouvert la discussion familiale et a tapé. Vous avez laissé Mia seule dehors pendant des heures. Il n'y aura plus de visite. Ne nous contactez plus. Il a appuyé sur envoyer. A posé le téléphone face contre table. C'est tout, ai-je demandé. C'est tout, a-t-il dit. Il a fallu 6 minutes à ses parents pour le remarquer. Le téléphone a vibré de messages entrants. Qu'est-ce que c'est? Appelle-moi maintenant. Vous surréagissez. Nous n'avons rien fait de mal. Il n'a pas répondu. Je n'ai pas répondu. Nous sommes restés assis dans un silence étrange et fragile pendant que Mia dormait dans l'autre pièce. Puis un nouveau texto de sa mère est apparu. Si vous voulez qu'on reste en dehors de vos vies, vous continuerez à envoyer l'argent. Si vous coupez ça et que vous commencez à raconter votre petite histoire de parking, nous dirons à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. C'est votre parole contre la nôtre. Vous ne pouvez rien prouver. Je l'ai regardé fixement. C'était là, même pas subtil. Waouh, ai-je dit. Ils ne prétendent même pas que ce n'est pas une question d'argent. Lucas a lu le message 2 fois. Sa mâchoire s'est crispée. Il pense qu'on a peur de rendre ça officiel, a-t-il dit. C'est le cas, ai-je demandé. Il m'a regardé. Non, a-t-il dit. Nous n'avons pas peur. Le lendemain matin, alors que Mia était blottie sur le canapé à regarder des dessins animés sans vraiment les regarder, Lucas m'a regardé et a dit, on va le signaler. Nous n'avons pas eu besoin d'en discuter. Nous avons juste conduit. Le poste de police sentait le vieux café. Une femme à l'accueil a levé les yeux quand nous sommes entrés. Je dois déposer un rapport pour mise en danger d'enfant, ai-je dit. Son expression s'est durcie. Que s'est-il passé? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo, le trottoir, l'allée vide, la chaleur sur le visage de Mia. Elle est restée dehors pendant 5 heures, ai-je dit, complètement seule. Mes beaux-parents ont emmené les autres enfants faire les courses et l'ont laissée sans moyen d'entrer. La mâchoire de la femme s'est crispée. Par ici. Dans une petite salle d'interrogatoire, Mia s'est accrochée à moi, alors elle s'est assise sur mes genoux. Il était hors de question qu'elle reste seule à la maison après hier. L'officier n'a demandé que ce qui comptait. Était-elle surveillée à un moment donné? Non. Est-ce que quelqu'un est venu la voir? Non. Où étaient les personnes qui s'occupaient d'elle? Au centre commercial. Avait-elle un moyen d'entrer? Non. Les portes étaient fermées. L'officier a regardé la photo, puis Mia, puis nous. C'est grave, a-t-elle dit. Elle a pris le rapport rapidement en chronologie, photo, déclaration et a fait glisser un numéro de dossier sur la table. Avant de partir, elle s'est accroupie à côté de Mia. Tu n'as rien fait de mal. Tu as été très courageuse. Mia s'est appuyée contre moi sans parler. Nous sommes sortis en tenant le numéro de dossier froid, officiel, indéniable. Cela ne réparait pas ce qui s'était passé, mais cela garantissait que personne ne pourrait prétendre que ce n'était pas réel. À la maison, j'ai ouvert la discussion de la famille élargie, la même où Diane m'avait traité de dramatique 2 jours plus tôt. J'ai tapé, pour ceux qui ne sont toujours pas sûrs de ce qui s'est passé, Mia a été laissée seule dehors d'environ 13h à 18h chez mes beaux-parents. La porte était fermée. Pas d'eau. Pas de surveillance. Nous avons déposé un rapport auprès de la police locale pour qu'il y ait une trace de ce qui s'est passé. Nous n'en discuterons pas davantage. J'ai de nouveau joint la photo du trottoir et j'ai appuyé sur envoyer. Lucas a regardé par-dessus mon épaule, puis a ajouté son propre message sous le mien. Pour toute question, demandez-moi directement. Ne passez pas par ma mère. Puis nous avons posé nos téléphones. Il a fallu environ 30 secondes. Un cousin. Waouh. Je ne réalisais pas que c'était 5 heures. Une tante. Ce n'est pas de l'éducation à l'ancienne. C'est dangereux.
Un autre cousin, je pensais que c'était exagéré. Je ne le pense plus. Diane est intervenue. Comment osez-vous envoyer ça à tout le monde, vous essayez de nous détruire? Vous êtes allé à la police? Pour une affaire de famille? Ron a suivi. Vous nous faites passer pour des monstres. Quelqu'un d'autre a répondu avant que nous ne le puissions. Personne ne vous a obligé à faire ça. Vous l'avez fait vous-même. Je n'ai pas reconnu le nom. Un lointain cousin qui était resté silencieux jusqu'à ce point. Diane a réessayé. C'est un mensonge. Elle n'est restée dehors qu'un petit moment. Lucas a répondu. Maman, arrête. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Elle s'est tue après ça dans la discussion. Elle ne s'est pas tue dans la vraie vie. La sonnette a retenti ce soir-là, juste au moment où nous débarrassions les assiettes du dîner. Lucas et moi nous sommes regardés. Nous n'avions pas besoin de le dire. Il a ouvert la porte juste assez pour bloquer l'entrée. Ils étaient de nouveau là. Diane et Ron. Pas de Valérie cette fois. Juste le duo de désastre original. Vous avez appelé la police contre nous, a dit Diane. Pas de bonjour. Oui, a dit Lucas. Ron a lancé un regard noir. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait, a répété Lucas. Vous essayez de ruiner nos vies, a sifflé Diane. Nous pourrions tout perdre. Vous avez failli perdre ma fille, a-t-il dit. Je suppose que maintenant, nous sommes quittes. Espèce de petit ingrat, a-t-elle commencé. Je me suis avancé à côté de lui. Vous nous avez demandé de continuer à vous payer pour que vous restiez à l'écart, ai-je dit. Vous vous souvenez de cette partie? Continuez à envoyer l'argent si vous ne voulez plus de contact. Vous avez essayé de nous vendre votre silence. Le visage de Diane est devenu marbré. Ce n'était pas, vous l'avez littéralement écrit, ai-je dit. J'ai le texto. Ron a pointé un doigt vers Lucas. Nous avons tout fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aidé. Nous avons gardé ton enfant. Vous l'avez laissé seul sur du béton pendant 5 heures, a lâché Lucas. Vous n'avez rien gardé du tout. Il a pris une grande inspiration, s'est ressaisi. Vous n'allez plus l'approcher, a-t-il dit. Il n'y aura plus de visites, plus d'appels, plus d'argent. Tu ne peux pas faire ça, a dit Diane. Nous dirons à tout le monde que vous avez inventé tout ça. Vous les montez contre nous. Vous vous en chargez très bien tout seul, ai-je dit. Elle a tourné son regard furieux vers moi. Toi, c'est toi qui as fait ça. Tu l'as empoisonné. J'ai rencontré ses yeux. Je ne l'ai pas empoisonné, ai-je dit. J'ai juste arrêté de déformer la vérité. Sa bouche s'est ouverte et fermée. Vous allez regretter de nous avoir dénoncés, a dit Ron. Ça nous suivra partout. Bien, ai-je dit. Peut-être que comme ça, vous le prendrez au sérieux. Nous devrions appeler notre avocat, a marmonné Diane. Nous obtiendrons les droits des grands-parents. Un juge vous obligera, si vous essayez ça, a dit Lucas tranquillement, chaque mot de ce que vous avez fait sera consigné. Avec les dates, les heures, les photos et les rapports de police. Ils le dévisagèrent comme s'il s'était soudainement doté d'une colonne vertébrale devant eux, et qu'il n'avait pas reçu de mémo. Vous pensez que personne ne nous croira, a-t-il demandé. Essayez-nous. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Ron a tiré le bras de Diane. On n'arrive à rien, a-t-il marmonné. Elle l'a retiré brusquement, mais la combativité avait disparu de ses yeux. Pour la première fois, elle semblait moins outrée et plus effrayée. Pas pour Mia. Pour elle-même. Tu l'as choisie elle plutôt que nous, a-t-elle dit une dernière fois, comme si la répétition pouvait rendre cela moins vrai. Lucas n'a pas hésité. Je choisis ma fille, a-t-il dit. Et moi-même. Il a fermé la porte. Nous avons attendu. Pas de coups, pas de cris, juste le son étouffé de leur voix s'éloignant sur le chemin et les portières de la voiture se fermant. Je n'avais pas réalisé à quel point ils avaient été bruyants dans ma tête jusqu'à ce qu'ils soient partis. Plus tard dans la nuit, alors que je bordais Mia, elle a demandé, presque nonchalamment, « Est-ce que mamie va revenir ?» Non, ai-je dit. Elle n'a plus le droit de s'occuper de toi. Mia y a réfléchi. Parce qu'elle m'a laissé ? Oui, ai-je dit.
Parce qu'elle t'a laissé. Elle a hoché la tête, un petit signe mais assuré. Bien, a-t-elle dit. Je n'aimais pas attendre. Je lui ai caressé les cheveux en arrière de son visage. Tu n'auras plus à le faire, ai-je dit. Elle m'a cru. J'ai décidé de m'assurer que je le méritais. C'est donc là que nous en sommes arrivés. Ils ont perdu leur argent, leur accès, leur version de l'histoire. Nous avons perdu l'illusion que la famille signifiait ce qu'ils disaient. Mia demande encore parfois si je reviendrai quand je vais faire une course au magasin. Je lui dis toujours oui, et ensuite je le fais. À chaque fois. C'est comme ça qu'on répare ce que les autres cassent, non pas avec des discours, mais avec des actes. Lucas est plus léger maintenant. Il rit plus. Il ne sursaute pas quand son téléphone vibre, car ses numéros sont bloqués. Quant à Diane et Ron, il raconte à qui veut bien l'entendre que nous sommes allés trop loin. Peut-être que c'est le cas. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour en savoir plus.